Alors, quand on parle de droits ancestraux au Canada, on pense souvent, vous savez, aux droits de chasser ou de pêcher. Mais ça peut aller bien au-delà. Ça peut toucher à quelque chose de beaucoup plus fondamental, un droit à la terre elle-même. Et ça pose une question absolument fascinante, un vrai casse-tête juridique. Comment est-ce qu'un système légal moderne gère une revendication de propriété qui existait avant même que le pays lui-même n'existe? C'est cette énigme qu'on va décortiquer ensemble. Pour vraiment saisir ce que ça implique, rien tel qu'un exemple concret. On va se plonger dans l'histoire de la nation Tsilhqot'in et de leur long combat pour faire reconnaître leur territoire ancestral. Alors, voici le topo. La nation Tsilhqot'in vit sur ces terres depuis des temps immémoriaux. Et puis, un jour, le gouvernement provincial commence à accorder des permis d'exploitation forestière sans leur accord. Face à ça, la nation Tsilhqot'in n'a pas juste contesté les permis, non, elle est allée beaucoup plus loin. Elle a revendiqué la propriété même de la terre. D'accord, mais on peut se demander sur quoi peut bien reposer une telle revendication, d'où ça sort juridiquement parlant. Pour ça, il faut regarder le fondement légal qui a rendu tout ça possible. Eh bien, tout part de là. D'une seule phrase, qui a été ajoutée à la Constitution canadienne en 1982. C'est le fameux article 35. C'est vraiment le point de départ de toutes les revendications modernes de droits autochtones au pays. Le truc, c'est que ces quelques mots, reconnus et confirmés, ça a ouvert une véritable boîte de Pandore. Qu'est-ce que ça veut dire, un droit existant? Comment est-ce qu'on le prouve? Il a fallu des décennies aux tribunaux pour construire, pièce par pièce, le mode d'emploi. Alors justement, comment les tribunaux ont-ils fait pour passer de cette promesse un peu vague à quelque chose de concret? C'est là qu'on entre dans le vif du sujet, dans la mécanique juridique. Il faut comprendre que les droits ancestraux, ce n'est pas tout ou rien. C'est plutôt un spectre. D'un côté, on a le droit de pratiquer une activité, comme la pêche, c'est plus simple à prouver. Et de l'autre côté du spectre, on a le gros lot, si on veut, le titre ancestral. C'est le droit le plus complet, presque comme un droit de propriété collectif. Au tout début, il y a eu une théorie assez rigide, on va dire. L'idée des droits gelés. En gros, ça voulait dire qu'une pratique autochtone, pour être protégée, devait être exercée exactement de la même manière qu'au moment du premier contact avec les Européens. Heureusement, la Cour suprême a rapidement mis cette idée de côté. Ce qu'elle a dit, c'est que l'important, ce n'est pas l'outil, mais l'essence de la pratique. Un droit ancestral, c'est quelque chose de vivant. Ça peut évoluer avec la technologie et le temps. Maintenant, attention, il y a une subtilité de taille. Pour prouver un titre ancestral, il faut se référer à une date bien précise. Pas le premier contact, non, mais le moment où la couronne a officiellement affirmé sa souveraineté sur le territoire. Pour une bonne partie de la Colombie-Britannique, par exemple, cette date charnière, c'est 1846. Donc, pour résumer, la Cour a établi un test en 3 étapes. Pour qu'une nation obtienne le titre ancestral, elle doit prouver 3 choses. Primo, qu'elle occupait le territoire au moment de l'affirmation de la souveraineté. Deuxio, que cette occupation était continue depuis. Et tertio, qu'elle avait un contrôle exclusif sur cette zone. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est la façon dont on prouve tout ça. Les tribunaux ne se sont pas limités aux documents écrits de l'époque coloniale. Ils ont ouvert la porte à plein d'autres types de preuves, l'histoire orale, les noms de lieux dans la langue autochtone, l'archéologie. Tout ça est considéré comme valide. Bon, maintenant qu'on a vu toute la théorie, retournons à notre cas pratique, la nation Tsilhqot'in. Comment est-ce que tous ces principes juridiques se sont appliqués concrètement à leur combat? Eh bien, après un marathon judiciaire qui a duré des décennies, le verdict est tombé en 2014. Et c'était absolument historique. Pour la toute première fois dans l'histoire du Canada, la Cour suprême a accordé une déclaration de titre ancestral. Et on ne parle pas d'un petit lopin de terre. Le titre reconnu à la nation de Tsilhqot'in couvre plus de 1700 km² de leur territoire ancestral. C'est une zone immense. Concrètement, qu'est-ce que ça change d'avoir ce titre? En fait, ça change tout. Ça leur donne le droit de décider comment la terre est utilisée, de bénéficier de ses ressources, et surtout, ça signifie que le gouvernement doit maintenant obtenir leur consentement avant d'approuver des projets comme l'exploitation forestière. Alors, si on prend un peu de recul, au-delà du cas de Tsilhqot'in, qu'est-ce que tout ce cadre juridique signifie pour le Canada dans son ensemble et pour l'avenir? La Cour suprême l'a dit elle-même. Le but de tout ça, ce n'est pas de créer des gagnants et des perdants. C'est de réconcilier 2 réalités. Le fait que les sociétés autochtones étaient là bien avant et la souveraineté de la couronne qui s'est établie par la suite. C'est un exercice d'équilibre. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ces jugements ne sont pas le point final de l'histoire. Au contraire, ils sont un point de départ. Ils forcent un changement de paradigme. On passe d'une approche où le gouvernement impose ses décisions à une nouvelle ère de négociation, de consultation et de partenariat. La reconnaissance des droits par les tribunaux est donc une étape cruciale, c'est certain. Mais ça soulève une autre question, peut-être encore plus grande. Maintenant que ce cadre juridique est en place, de quoi a-t-on besoin pour passer à une véritable réconciliation sur le terrain? C'est le grand défi pour l'avenir.